Merci Marta Tzidrac. Merci beaucoup de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes sénatrice des Yvelines, membre du groupe Les Républicains, vice-présidente de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Vous avez auditionné Valérie Pécresse et Patrice Vergriete sur la question des JO et des transports dans les JO. On va longuement y revenir dans quelques instants. Mais d'abord, l'actualité, évidemment, c'est ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, en proie à de violentes tensions, même si la nuit a été plus calme et apaisée grâce à la mise en place de l'état d'urgence. Est-ce que le gouvernement gère bien la situation, selon vous ? Alors c'est difficile de juger quand on n'est pas sur place. Moi je crois en tout cas qu'il fait le nécessaire pour que le calme revienne sur cette partie du territoire français. Je crois que c'est important que nous soyons tous solidaires avec ce que traversent aujourd'hui les Calédoniens au quotidien. C'est important. Quand on voit les images que vous nous avez présentées, mais on le voit sur toutes les chaînes d'information en ce moment, c'est assez inquiétant. Et puis se dire que ce bout de France puisse traverser un moment aussi grave avec des pénuries, avec des démolitions de commerce, avec une forme d'inquiétude quand même très prégnante que l'on sent à travers les reportages des personnes interviewées. Oui, je pense qu'aujourd'hui, la mesure a été prise de ce que traverse la Nouvelle-Calédonie et je pense que oui, à cette étape-là en tout cas, on ne peut que se féliciter que l'état d'urgence a été décrété. Je crois qu'on n'avait pas le choix. Et Gabriel Attal qui va recevoir les présidents des deux chambres parlementaires ce soir à 18h30, il y a Brune Pivet et Gérard Larcher. Quelle réponse peut-on apporter? Quel rôle peuvent-ils jouer dans ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie? Moi, je dirais apaisement. Je crois qu'on a besoin d'apaisement, tous d'ailleurs, parce que même du côté de l'Hexagone, il y a une forme d'inquiétude. Et j'espère, je compte beaucoup sur nos deux représentants du Parlement pour qu'une forme d'apaisement et qu'on arrive à trouver des interlocuteurs qui permettent justement de calmer un petit peu ce que peut traverser ce bout de territoire de la République. Les interlocuteurs, il faut les trouver des deux côtés, côté calédonien, mais aussi côté exécutif. Est-ce que Gabriel Attal doit reprendre en main le dossier? Est-ce qu'il faut nommer un médiateur extérieur? Est-ce que Gérard Larcher, par exemple, pourrait jouer ce rôle? Moi, je pense, en tout cas, si vous me posez la question sur le président du Sénat, Gérard Larcher, il en a la compétence, ça c'est évident. Pour moi, ça ne fait pas de doute. En revanche, est-ce que c'est à lui ou est-ce que c'est au Premier ministre? Je suis incapable de juger, je n'ai pas suffisamment d'éléments du dossier pour pouvoir me prononcer. Mais en tout cas, ce n'est pas une piste qui me paraît absurde. Et je crois que la rencontre qu'il va y avoir aujourd'hui entre les deux présidents du Parlement et l'exécutif est importante. Il y a un échange qui aurait dû avoir lieu hier entre Emmanuel Macron et les parties prenantes de Nouvelle-Calédonie. Il a dû être annulé parce que les parties ne voulaient pas discuter ensemble. Est-ce que vous pensez que le dialogue peut reprendre aujourd'hui? Il faut l'espérer. Il faut l'espérer. Je pense que ça sera un petit peu difficile. Voilà, on a quand même perdu des gendarmes, ce n'est pas neutre. Il y a eu aussi des slogans un peu inquiétants quand même, qui ont été prononcés par un certain nombre de manifestants. Donc tout cela fait que... Un peu inquiétant, c'est-à-dire ? Je pense notamment lorsqu'on s'attaque à ce que sont les gens, à savoir qu'ils soient blancs, qu'ils soient de couleur, qu'ils soient des locaux, qu'ils ne soient pas des locaux. Je pense qu'à un moment donné, on est en République, nous sommes tous français et nous avons tous les mêmes droits, les mêmes devoirs également. Et je crois que il va falloir du coup sur place. Du racisme, tout à fait. Et donc je pense que ce lien, il va falloir le tisser et le retisser, parce que moi je ne veux pas croire que ce soit impossible. Alors ce qui a déclenché ces émeutes, c'est un texte qui a été voté par le Parlement, une réforme constitutionnelle qui vise à dégeler le corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Ça a été voté début avril par le Sénat avec le soutien de la droite. Ça a été voté cette semaine à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il fallait maintenir cette réforme malgré les tensions? Je crois que oui. Je crois que oui. Après, est-ce qu'il fallait le voter tout de suite maintenant ou pas? Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, je pense que ça aurait toujours été le mauvais moment pour ceux qui souhaitaient mettre le chaos, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Mais moi je crois qu'il est normal que dans un territoire, les personnes qui y vivent et notamment qui sont impliquées, investis, puissent aussi pouvoir s'exprimer dans une expression tout à fait démocratique à travers des élections. Et ça me paraît fondamental. Et est-ce que du coup, il faut convoquer le Congrès rapidement? Emmanuel Macron parle de convoquer le Congrès, c'est-à-dire réunir tous les parlementaires pour qu'ils entérinent définitivement ce texte avant la fin juin, s'il n'y a pas d'accord en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que c'est la bonne méthode? Bien sûr qu'il va falloir à un moment donné convoquer le Congrès, ça c'est certain. Moi je crois que l'urgence dans l'immédiat, c'est véritablement de retrouver l'apaisement.
de retrouver un apaisement, un calme et des interlocuteurs. Donc pas de congrès avant d'avoir trouvé l'apaisement? Il me semble que ce serait quand même plus prudent pour éviter justement de... Mais en revanche, il ne faut pas non plus que cette situation entre deux dure trop longtemps parce que ce sera très mauvais pour la démocratie, pour nous tous. Un dernier mot là-dessus, puisque hier, on l'a entendu dans le journal, Gérald Darmanin qui accuse l'Azerbaïdjan d'ingérence. Est-ce que, selon vous, il a raison? Est-ce qu'il y a des risques d'ingérence étrangère en Nouvelle-Calédonie? Alors, je vais être tout à fait transparente avec vous et tout à fait franche. Je l'ai découvert, j'ignorais. Et j'ignorais qu'un pays comme l'Azerbaïdjan pouvait s'intéresser à un sujet aussi français, j'ai presque envie de dire, à l'autre bout du monde pour eux. Et donc, j'ai été très étonnée. Je pense qu'il doit y avoir des ingérences. C'est pas impossible, ça arrive, y compris sur d'autres sujets, dans d'autres lieux sur cette planète. Mais écoutez, on va suivre le dénouement. Le ministre de l'Intérieur a l'air très sûr de son fait. Je suppose qu'il a des éléments que nous n'avons pas. Donc, on va suivre ça de près. Et que vous lui demandez de communiquer au Parlement? Je pense qu'il sera nécessaire qu'à un moment donné, effectivement, qu'il informe le Parlement sur véritablement ce que sont ces ingérences, parce que ces accusations ne sont pas neutres. On va parler de ce qui se passe au Sénat. Dans un peu plus de 2 mois, ce sera le coup d'envoi des Jeux Olympiques. Parmi les défis, la question des transports. Le ministre des Transports, Patrice Vergrit, et Valérie Pécresse, qui préside la région Île-de-France, étaient auditionnés mercredi par vous et vos collègues sénateurs. On va faire le point sur cette audition avec Quentin Calmet. Bonjour Quentin. Bonjour Ariane, bonjour Marta Tsidrak. Et Quentin, on attend un trafic important pendant les Jeux Olympiques, jusqu'à 600 000 spectateurs par jour en Île-de-France. Est-ce qu'on est prêt ? C'est toute la question et c'était aussi au cœur de cette double audition. Effectivement, il y a de quoi être inquiet. On a vu les alertes pendant cet hiver, les transports bondés, des pannes comme dans cet article de Ouest France, qui est une panne majeure qu'on avait vue en décembre, et aussi le manque récurrent de personnel. Tout ça, ça a inquiété ces derniers mois. Alors effectivement, la présidente de la région Île-de-France, qui a la compétence sur les transports, et ainsi que le ministre délégué au transport, Patrice Vergrit, ils se sont voulus positifs en audition cette semaine. On est prêt comme jamais, a dit Valérie Pécresse dès le début de son audition. Ils ont insisté surtout sur les nouvelles infrastructures, les bonnes nouvelles, sur ces nouvelles infrastructures qui ont vu le jour avec les JO. Écoutez le ministre des Transports, Patrice Vergrit. 2 infrastructures manquent à l'appel. Si on revient, j'ai envie de dire, à l'historique, le Charles de Gaulle Express, il est lancé, et la ligne 15 au sud, qui ne sera pas au rendez-vous. Pour tout le reste, finalement, le cahier de charge est tenu. Et Valérie le disait tout à l'heure, finalement, on enchaîne un certain nombre d'inaugurations ce matin, demain, enfin, on se voit presque tous les jours. On enchaîne un certain nombre d'inaugurations qui montrent effectivement qu'au niveau des infrastructures, effectivement, on est à temps. Voilà, le ministre qui a rappelé qu'il y avait eu la prolongation du tramway T3B, la prolongation du RER-E, la gare de Saint-Denis, aussi l'accessibilité de la gare du Nord, aussi des bus parisiens. Tous ces travaux seront l'héritage des Jeux, ont insisté les 2 personnes auditionnées. Ces Jeux auront été un accélérateur formidable, c'est ainsi félicité Patrice Vergrit. Alors ça, c'est pour les bonnes nouvelles. Voilà. Évidemment, ça n'empêche pas les polémiques, notamment sur le prix des transports. Absolument, les prix des transports publics qui devaient être gratuits pour les détenteurs d'un billet pour les JO. C'était l'engagement du comité olympique au moment de la candidature de Paris pour les JO. Finalement, c'est tout l'inverse puisque les prix vont doubler pendant la période. Regardez, le prix du ticket de métro passera de 2,15 € à 4 €. Un pass journée spéciale JO sera à 16 € ou encore 70 € pour la semaine. La gratuité, cela aurait coûté 250 millions d'euros à la région. Dans ce dossier d'ailleurs, Valérie Pécresse qui renvoie la balle au ministre des Transports qui lui a botté en touche. Écoutez Valérie Pécresse. Les tarifs des Jeux ont été fixés à un tarif élevé, et je le sais. Ça n'est pas ma faute et ça n'est pas ma responsabilité. Plus exactement, c'est ma responsabilité et ma faute, mais c'est pas moi qui ai promis la gratuité. La gratuité, c'était le COJO qui l'avait promise et qui nous a dit en 21 qu'il n'avait plus l'argent pour le financer. Je me suis tournée à l'époque vers l'État et l'État m'a dit « nous non plus ». Donc ni le COJO ni l'État n'ayant l'argent, il revenait donc à la région Île-de-France de prendre sur ses épaules 250 millions d'euros. Je suis désolée de vous le dire, il n'était pas question pour moi de laisser cette dette de 250 millions d'euros aux Franciliens. Alors Martin Tsidrak, une question toute simple. Est-ce que ça s'annonce compliqué? Est-ce qu'il faut se réjouir, s'inquiéter de la situation pour les Franciliens? Comment est-ce que vous voyez la situation, vous, à 70 jours du début des JO?
Oui, vous avez raison de poser la question, puisque c'est vrai que ça arrive à grands pas. Ce sera une grande fête, j'en suis persuadée. Je crois qu'une fois que tout ça sera enclenché, on sera tous très heureux d'accueillir les Jeux Olympiques chez nous. Mais cela étant dit, vos questions sont tout à fait légitimes et tout à fait pertinentes. Et je pense que oui, il peut y avoir quelques petits sujets aussi d'inquiétude encore. Moi, en tant que francilienne, je ne peux pas les ignorer. Vous avez évoqué la sécurité, vous avez évoqué aussi le prix le coût. Moi, je voudrais revenir très rapidement là-dessus. Ouais. C'est pas une mince affaire. On parle de 250 millions d'euros qui ont été mal budgétés. C'est un quart de milliard d'euros. Tout à fait. Mais comme cela a été rappelé par la présidente de la région, il est vrai que c'est le comité olympique qui s'était engagé sur la gratuité. Donc, quand on parle d'ailleurs de gratuité, ce n'est jamais tout à fait vrai, puisqu'il y a quand même quelqu'un au bout de la ligne qui paye et qui écoute pour savoir comment il va faire pour pouvoir régler tout cela. Mais ils ont fait une erreur de promettre ça, le comité d'organisation des JO. Je pense que c'était sans doute prématuré à un moment donné où il devait être dans l'enthousiasme et dans l'espoir que ça pourrait se financer. Mais est-ce que, parce que Valérie Pécresse a dit, je me suis tournée vers l'État, est-ce que l'État aurait dû prendre en charge du coup le surcoût pour assurer la gratuité des transports? Je ne sais pas. Moi, je dirais plutôt que la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est le bon tarif en fait en tant que tel, mais que l'on paye, qu'il n'y ait pas de gratuité, ne me choque pas en tant que tel, pour tout vous dire, parce qu'à un moment donné, malgré tout, comme je vous disais, il y a quand même quelqu'un qui paye. Après, est-ce que passer de 2 et quelques euros à 4 euros pour le ticket, est-ce que c'est le bon calibre? Ça, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des spécialistes de ce sujet-là qui se sont penchés et qui se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas avoir en fait un équilibre si on ne faisait pas ce tarif-là. Mais est-ce que du coup, ça risque pas de rendre les jeux inaccessibles pour beaucoup de Français? Alors, vous savez, il y a le sujet aussi sur les tickets, en fait, sur les billets, sur la billetterie. À chaque étape, en fait, à chaque moment où il faut accéder quelque part avec un billet, se pose la question du tarif. Est-ce qu'on est au bon tarif? Est-ce que c'est pas trop cher? Forcément, ça sera cher pour certains, pas suffisamment pour d'autres. C'est toujours la question qui est posée. Mais je pense que c'est bien, en réalité, de l'annoncer maintenant. C'est bien parce que quand on souhaite, malgré tout, aller aux différentes épreuves qui nous seront proposées, oui, on le budgète au même titre qu'on budgète quand on va au concert, quand on va au cinéma, quand on va au restaurant. Je crois malheureusement qu'aujourd'hui, il ne peut pas, dans le contexte actuel, imaginer des loisirs, parce que ça reste un loisir, ça reste une fête, ça reste un moment festif, gratuit. Je crois que malheureusement, ce temps-là est révolu de ce point de vue. Et alors, est-ce que vous avez été rassuré sur un peu la crainte d'une pagaille dans les transports au moment des Jeux? On a vu que, par exemple, la cérémonie d'ouverture, elle allait coïncider avec les chassés-croisés entre juilletistes et haussiens. Ça, on se dit que ça peut être quelque chose qui est explosif en ce moment. Vous avez été rassuré par cette audition? Ça fait partie des sujets, effectivement, que vous avez aussi évoqués en creux, et puis peut-être des inquiétudes que l'on pourrait avoir. Avec un pays très centralisé comme la France sur Paris, toutes les lignes de TGV qui terminent à Paris. La présidente de région et le ministre ont en tout cas essayé d'être rassurants devant la commission. La présidente de région nous a assuré que tout a été calibré pour les transports avec un calcul de temps normal, en fait. C'est-à-dire, ils n'ont pas tablé sur le fait que beaucoup de Parisiens ne seraient peut-être pas là ou seraient en télétravail, puisque vous savez que derrière cela, il y a aussi l'incitation et le message vis-à-vis des entreprises pour les encourager à mettre en télétravail les salariés quand cela est possible. Donc, je dirais, aujourd'hui, tout concourt à dire que on devrait pouvoir absorber un minimum. En tout cas, je l'espère, cette pagaille qui, j'espère, ne viendra pas, mais on n'en a pas la garantie. C'est vrai, moi, en tant que francilienne, j'ai cette inquiétude, malgré tout, parce que, et puis pardon... Toujours, même après l'audition, vous avez toujours cette inquiétude. Oui, parce qu'on n'est pas à l'abri d'imprévus. Regardez, je ramène ça à mon territoire, mais pas que mon territoire, d'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui avec l'autoroute A13, qui est fermée, pour un imprévu que personne ne souhaitait, évidemment. D'ailleurs, j'ai interrogé le ministre à ce sujet-là pour connaître un petit peu les dates d'ouverture, etc. On est quand même
on n'est pas à l'abri d'imprévus, on est quand même parfois sur l'incertitude de certains sujets qui pourraient nous arriver à ce moment-là, et on n'est pas tout à fait à l'abri qu'il y ait des moments, des journées un peu tendues sur le transport. J'espère que non, mais en tout cas, la conscience des acteurs est là. Ils sont tous très conscients de cette difficulté, et j'espère que ça va qu'on n'aura pas à en reparler. Optimisme et prudence, quoi. Voilà. Optimisme et prudence me semble, oui, le bon terme. Une dernière question un peu précise sur les transports, mais il y a une polémique sur le nombre de stations de métro et de RER fermées. Il y en a 17 au total sur la période. Et donc ça va être un casse-tête pour se déplacer. Alors que ces jeux étaient censés être accessibles à 100% par les transports en commun, là aussi c'est une déception. On a vu que c'était aussi pour des raisons de sécurité. Par exemple, il faut fermer le tronçon sous la Seine parce qu'on ne peut pas évacuer les tunnels si jamais il y a un incendie dans une rame de métro. Donc c'est des questions de sécurité. Ce sont les pompiers de Paris qui ont demandé cette fermeture. Mais derrière, ça engendre une gêne énorme pour le déplacement dans Paris. Là encore, qu'est-ce que vous avez pensé sur ce point-là précis ? Moi, je crois que lorsqu'il s'agit de questions de sécurité, on va pas polémiquer là-dessus. Moi, je fais totalement confiance à ceux qui travaillent sur ces sujets-là autour des JO. Évidemment, ça va sans doute occasionner des gênes pour notamment les habitués qui ont l'habitude d'utiliser ces tronçons-là et qui ne les auront pas à disposition. Donc, il va falloir qu'ils se réorganisent. Pour les touristes, je ne pense pas que ça occasionnera des gênes supplémentaires. Lorsqu'on est touriste, qu'on vient spécifiquement pour les JO, on ne s'attend pas. Puis voilà, on est dans un autre état d'esprit que le quotidien. Moi, j'insiste là-dessus. Je pense que c'est plus... il faut se focaliser sur ce que sera le confort des Franciliens et des Parisiens pendant cette période-là. Et là-dessus, que ce soit le ministre et que ce soit la présidente de région, ils ont l'air d'en avoir pris la mesure et... j'ai senti des propos rassurants. J'ose espérer que ce n'était pas juste pour nous endormir. Je ne crois pas. En tout cas, il n'y a plus la guerre entre l'État et la région comme on avait pu craindre à un moment avec Clément Beaune et Valérie Pécresse. Et je dirais, et merci de le dire parce que justement je voulais conclure sur ce point-là là-dessus, je pense que ça c'est un très bon signe pour nous tous. Ça veut dire qu'à un moment donné, même si une difficulté apparaissait, et il y en a d'autres encore, je pense qu'il va falloir bien évidemment gérer, on fera le nécessaire. Je crois à notre intelligence collective pour que ça reste une belle fête. Est-ce que vous craignez des grèves pendant ces Jeux Olympiques ? Ah bah oui, évidemment, ça a été là aussi l'un des sujets. Il y a quelque temps, avant l'audition que vous avez évoquée, nous avions évoqué à la Commission aménagement du territoire et développement durable Monsieur Farandou. On lui a clairement posé la question sur les accords signés, etc. Enfin bon voilà. Il y avait le PDG de la SNCF. La SNCF, pardon. Il y avait une forme de mécontentement aussi de la part et d'interrogation de la part de mes collègues et de moi-même. Donc c'est évident que nous ne sommes pas à l'abri de certains mouvements contestataires à cette période. Un dernier mot, je reviens sur ce que vous avez dit, mais on sort un peu du sujet des JO, mais sur la question de la tresse, parce que ça concerne évidemment des milliers de Franciliens et pas que. Est-ce que vous avez une réponse du ministre sur un calendrier précis de réouverture ? Alors, il a évoqué une réouverture partielle dans les deux sens, mi-juin. Le partiel m'inquiète beaucoup, c'est pas le mi-juin, à la limite, on se doute bien que ça ne peut pas se faire en 24 heures. Voilà, quand on sait que vous avez des camions, que c'est quand même un axe très important, nous verrons ce que ça va donner, sachant qu'aujourd'hui, par exemple, lorsque vous habitez dans les Yvelines, vous mettez autant de temps à arriver à Paris, parce que les transports en commun, c'est bien, mais tout n'est pas desservi par les transports en commun quand on est en grande couronne. Vous mettez autant de temps que quelqu'un qui habite dans l'Orne. Donc, c'est quelque chose qui ne peut pas durer en Normandie, parce que ça pénalise énormément de concitoyens. Merci Quentin, à tout à l'heure. Merci Oriane, oui, je reviens dans le club. On parlera des ingérences au Parlement européen avec deux invités, Thierry Mariani et Aurore Lalucq. Exactement, ce sera le débat, ce sera avec vous Quentin. Merci, à tout à l'heure. On finit par l'actualité dans nos régions. Évidemment, Marta de Cidrac, grâce à nos partenaires de la presse régionale. On va à Vichy, on retrouve Mathieu Perrineau. Bonjour Mathieu, merci beaucoup d'être avec nous. Responsable de la rédaction du journal La Montagne dans l'Allier. Mathieu, à lire dans votre journal, c'est la une d'ailleurs, un article qui fait le point sur la situation dans les EHPAD du département. Qu'est-ce qu'on y apprend ? Ouais, pendant longtemps, personne ne s'est vraiment penché sur le sort des EHPAD et de leurs résidents. Peut-être que personne ne voulait y regarder de trop près. Et puis, il y a eu un livre que tout le monde connaît, Les Fossoyeurs de Victor Castanet. Et la réalité a explosé au visage de tous les Français.
les EHPAD ne vont pas bien et c'est souvent une litote. Il y a eu évidemment Orpea, c'était l'arbre qui cache la forêt, mais qu'en est-il des autres, publics comme privés? C'est ce qu'a voulu savoir le département de l'Allier en missionnant des élus de la majorité et de l'opposition pour une mission d'information et d'évaluation sur le sujet. Une mission qui a duré 6 mois. Alors dans le détail, l'Allier compte 44 EHPAD, les élus en ont passé 15 au crible, un échantillon représentatif, et ils assurent au préalable qu'ils n'ont pas eu connaissance de maltraitance particulière. Pour autant, les établissements souffrent et leur personnel aussi. Concrètement, ils ont noté que les résidents étaient de plus en plus âgés à entrer en EHPAD et de plus en plus dépendants. La moyenne d'âge aujourd'hui, c'est 88 ans. Sauf que le personnel, dans le même temps, lui, n'a pas augmenté. Du coup, le personnel soignant se focalise sur les soins au détriment très souvent de l'animation et de l'accueil. Le constat est cruel. Je cite cette phrase: « Si vous avez un faible degré de dépendance, mieux vaut ne pas aller en EHPAD. Ce sera compliqué pour le personnel de s'occuper de vous. » Personnel qui, de son côté, est exténué, complètement démoralisé. Globalement, les élus notent que les conditions de travail et l'organisation de ces établissements ont été un peu oubliées et qu'il est nécessaire aussi de revoir tous les moyens attribués aux EHPAD. D'où ma question, Madame la sénatrice, que peut-on faire, que doit-on faire pour améliorer la vie des personnes âgées et des soignants ? Question directe, question difficile à laquelle je vais essayer de répondre rapidement, compte tenu du temps imparti. Moi, je crois que le grand âge est un sujet qui nous touche tous, d'une part parce que tous nous allons connaître ce grand âge, mais aussi c'est un vrai sujet de solidarité nationale. Et au-delà de la solidarité nationale, je dirais de la solidarité familiale. Je crois qu'on ne parle pas suffisamment aussi des familles qui aussi, à un moment donné, ont leur part aussi de responsabilité, pardon de le dire ainsi. Nous sommes dans une société qui va vieillir de plus en plus. Le sujet va devenir de plus en plus prégnant. Aujourd'hui, on a à la fois des EHPAD évidemment publics, mais on a des EHPAD privés. Ce sont des entreprises qui raisonnent en termes de chiffre d'affaires, en termes de rentabilité, en termes de business plan. Donc à partir de là, il est évident que juxtaposer différentes logiques sur un sujet éminemment humain, c'est parfois compliqué et c'est tout ce que vous avez évoqué, tout ce que vous avez rappelé autour de la gestion dans les EHPAD, sans parler évidemment de tous les derniers événements que l'on a connus, des scandales de gestion dans certaines de ces EHPAD. Donc moi je crois qu'aujourd'hui il faut véritablement que la puissance publique se saisisse de ce sujet-là en se posant la question comment est-ce qu'on va aider les familles à mieux prendre en charge les seniors. Et parce qu'on voit que parfois il y a aussi un déchirement lorsqu'on est obligé, parce qu'on ne peut pas s'occuper toujours d'un senior qui devient de plus en plus dépendant, de devoir le confier à une institution, que ce soit dans le privé ou que ce soit dans le public. Donc je crois que là il y a quelque chose, il y a un maillon encore qui n'a pas été totalement identifié et sur lequel on doit, nous, femmes et hommes politiques, travailler, réfléchir pour essayer de trouver. Est-ce que aussi ce sont nos logements? Il faut qu'on s'interroge sur la qualité de nos logements. Sont-ils véritablement adaptés pour accueillir des personnes âgées? Moi, je connais autour de moi des familles qui se disent « mais moi, j'ai envie de garder ma maman chez moi parce que je peux m'en occuper, ensuite mon mari peut prendre le relais, mon enfant, etc. » Mais on ne peut pas le faire parce que d'une part, ça demande des moyens, parce que parfois, il faut aussi un accompagnement, pas forcément médical, mais quand même un accompagnement. Et ça, les familles ne peuvent pas le faire. Donc on n'a qu'un seul choix, c'est de dire à qui on confie. Et du coup, c'est la puissance publique qui doit prendre en charge et ne le prend pas toujours très bien parce qu'elle n'en a pas toujours la capacité. Donc je pense qu'il y a une réflexion qui nous manque. Il y a un débat qui n'a pas encore eu lieu sur le grand âge qui va devenir de plus en plus prégnant parce qu'on sera de plus en plus nombreux avec de moins en moins de personnes qui pourront s'occuper de nous. C'est le même sujet sur beaucoup de... C'est le cas à l'hôpital. Ouais. Enfin bon, voilà. Marthe Sidrak, on a parlé du grand âge, on va parler des jeunes parce que Mathieu a une autre question à vous poser et notamment Mathieu, la question que vous posez c'est comment ouvrir la ville aux enfants?
Absolument. Donc on passe du grand âge à la petite enfance. Et si la régulation d'écran chez les plus jeunes passait par des villes plus favorables aux enfants? Cette question, c'est un rapport de la Commission sur l'exposition des enfants aux écrans qui la pose. Concrètement, ça veut dire quoi? Il y a quelques années, les enfants jouaient dehors. Et puis, les écrans sont arrivés, les enfants sont rentrés. Pendant ce temps-là, les villes ont continué à se développer en les oubliant un petit peu au passage. D'où l'importance pour ce rapport d'aménager des aires de jeu, notamment dans des lieux d'attente, comme des gares, des stations de métro, des abribus, des aéroports, et pourquoi pas aussi des rames de train entièrement dédiées aux enfants. Des villes ont timidement essayé d'inverser la tendance ces dernières années. On peut citer Paris, Lyon, Rennes ou Strasbourg, pour que ces enfants d'intérieur, comme les nomme le psychiatre Serge Tisserand, retrouvent le goût de l'extérieur. Mais globalement, les politiques publiques en la matière sont encore timides. Alors vous, Madame la sénatrice, qui êtes en première ligne sur les questions d'aménagement du territoire, que proposez-vous pour redonner aux enfants d'intérieur leur place dans les villes pour qu'enfin ils sortent? Alors, votre question est très directe. Je ne sais pas ce que moi je vais vous proposer, mais je vais vous dire quelle est ma réflexion sur ce sujet qui est fondamental. Bien sûr, l'aménagement, il était important que l'on se pose la question là-dessus. D'ailleurs, beaucoup de communes, vous l'avez évoqué, se sont déjà saisies plus ou moins timidement de ce sujet-là. Et les communes aussi. Les communes s'interrogent aussi, ne serait-ce qu'à travers l'aménagement aussi de centres de loisirs, de lieux d'accueil pour nos enfants. Mais se pose là encore une autre question. Des enfants, oui, mais qui? Avec qui? Qui les encadre? Avec quels moyens? Donc, la puissance publique ne pourra pas résoudre tous les problèmes. L'aménagement, je suis à 200% d'accord avec vous. Il faut réfléchir nos espaces publics plus accueillants d'ailleurs pas que pour les enfants. On a évoqué les personnes âgées. Nos espaces publics ne sont pas toujours très adapté aussi pour le grand âge, pour les enfants, pour des sujets de l'écran, mais pas uniquement. Et donc, se posera pour nous la question, bien évidemment, aussi de ceux qui doivent encadrer une fois que ces espaces seront aménagés. Parce que le mouvement est pris. Ça, je fais confiance à nos communes. Les communes se sont déjà préoccupées de cet aspect d'aménagement. Merci Marta Tsidrack. Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invitée. On regarde la une de La Montagne dans son édition de Moulin, bilan de santé des EHPAD de l'Allier. Merci Mathieu, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Dans 20 minutes, dans le Club des Territoires, notre débat entre les candidats aux Européennes, débat entre Aurore Lalucq pour PS Place Publique et Thierry Mariani pour le Rassemblement National. D'abord, on va reparler de la situation en Nouvelle-Calédonie. C'est Patrick Roger, spécialiste du sujet, qui nous rejoint.